Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc commencer. C'est une séance évidemment un petit peu particulière aujourd'hui puisque c'est la première séance. Et je vais tout de même commencer d'emblée à vous donner des contenus scientifiques relatifs à ce séminaire en vous proposant de commencer un aperçu assez rapide de ce que j'entends par analogie en linguistique, puisque le sous-titre de ce séminaire, disons le thème que j'aborde depuis quelques années déjà, est Introduction à la linguistique analogique. Alors, il s'agit d'un séminaire de linguistique théorique. Je donne tout de même un tout petit mot d'explication sur cette notion de linguistique théorique. J'en reparlerai peut-être plus en détail à une autre occasion, mais pour moi la linguistique théorique, ça n'est pas uniquement s'intéresser à des théories linguistiques. C'est une certaine conception de la linguistique, disons très englobante, très large, qui a la particularité de chercher à intégrer toutes sortes d'autres disciplines que la linguistique stricto sensu, qui s'intéressent à la question du langage. Donc, la philosophie, la littérature, la psychologie, éventuellement la sociologie, etc. Disons que cette idée d'une linguistique théorique, c'est l'idée d'un carrefour pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, peu importe, autour de la question du langage. Et alors, une des questions importantes sur lesquelles je travaille depuis quelques années, c'est effectivement la question de l'analogie en linguistique, et je vais commencer dès aujourd'hui à vous parler de cela aujourd'hui. Donc, je vous dis aussi un tout petit mot de ce que j'attendrai de vous pour ce semestre. Alors, bien sûr, comme il s'agit d'un séminaire, mais aussi d'un cours, donc vous aurez une évaluation pour ce cours. Alors, contrairement aux années précédentes, cette année, j'aimerais essayer de faire en sorte que nous produisions ensemble une ressource qui pourrait être utilisée scientifiquement, plutôt que vous proposer des exercices individuels qu'on fait et puis qu'on range et qu'on oublie et qui servent au fond à peu de choses à part à vous entraîner et à vous mettre petit à petit sur la voie de la recherche dans cette discipline. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure, mais le point sur lequel nous allons nous concentrer cette année, c'est la question du symbolisme phonétique. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Bon, certaines d'entre vous savent déjà très bien de quoi il s'agit, mais pour d'autres, ça n'est pas le cas. C'est un cas particulier de l'analogie, le symbolisme phonétique. Et ce que nous allons faire ensemble, c'est un cas particulier, mais qui est encore assez peu documenté en français, en particulier. Et je pense qu'il est tout à fait à votre portée de contribuer à construire collectivement un corpus. Je vous expliquerai tout à l'heure la méthodologie, elle est très simple, mais l'idée générale, c'est que je vais vous proposer de travailler sur des noms de personnages de fiction et en recueillant un certain nombre de données sur des noms de personnages de fiction, des noms propres de personnages de fiction qui auront des propriétés que je vais vous expliquer, nous allons pouvoir disposer d'un ensemble de données qui vont permettre d'explorer donc cette notion de symbolisme phonétique. L'idée du symbolisme phonétique dans le cas du nom des personnages de fiction, c'est très simple, c'est l'idée que le nom lui-même, par sa sonorité, évoque des traits de caractère du personnage.
Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais, au fur et à mesure des séances, vous présenter le contexte, le cadre théorique dans lequel s'inscrivent ces recherches sur le symbolisme phonétique, donc en partant encore une fois de la perspective plus large de la problématique de l'analogie. Et puis, à la fin du premier semestre, donc il faudra rendre quelque chose à la date butoir du 7 janvier, à la fin du premier semestre, chacun d'entre vous devra me rendre sa partie du travail sur cette question des personnages de fiction. Et puis, à partir de là, il y aura une deuxième phase du travail qui va être un approfondissement et que je vous demanderai pour la fin de l'année, donc, et qui constituera une note pour le semestre 2. Donc le travail personnel, c'est une quinzaine de pages, entre 10 et 15 pages, disons. Je vous donnerai plus de détails. L'idée, c'est qu'il faut tout de même respecter un certain nombre de normes de l'écrit académique français. Alors, un petit détail que chaque fois je me dis, il faut que je leur dise dès le début de l'année, quand vous m'envoyez des documents, vos documents de fin d'année ou de fin de semestre, indiquez bien dans le nom du fichier que vous adressez votre nom et l'intitulé du cours, parce que je reçois aussi d'autres travaux d'étudiants pour d'autres cours. Donc, pour éviter que les choses se perdent, parce que vous devez vous douter que les professeurs reçoivent de très nombreux mails, donc pour être sûr que je ne perde pas votre document, il faut vraiment bien l'intituler, c'est important. Et puis aussi, ça c'est une précaution générale, faites attention à l'objet de votre mail. Indiquez bien l'objet du mail, pourquoi vous écrivez, enfin là si c'est pour rendre un travail, vous le précisez, mais évitez pas d'objet ou alors juste le du retour, etc. Parce que là aussi ça permet de retrouver pour moi plus facilement les mails. Alors, si vous voulez, à la fin de la séance, je répondrai à des questions plus précises, mais je vais vous donner, j'espère que j'aurai le temps de vous donner suffisamment de détails sur ce travail aujourd'hui, sinon je vous le donnerai dès demain, parce qu'il faudra que vous commenciez assez rapidement à vous mettre à la recherche de ces noms de personnages, parce que, disons qu'il faudra quand même les trouver, il faudra réussir à en trouver qui possèdent les caractéristiques souhaitées. Donc ça suppose un peu d'exploration et autant s'y prendre dès que possible. Alors, donc je vais là, à partir de maintenant, commencer à vous donner un aperçu de ce que ça signifie, la linguistique analogique. Alors, certaines d'entre vous étaient là l'année dernière, donc ce sera un petit peu de la répétition pour elles, mais pour les autres, évidemment, la chose est un peu nouvelle parce que cette notion de linguistique analogique, ça n'est pas, disons que l'approche, la problématique de l'analogie en linguistique n'est pas, pour l'instant, un champ de la linguistique très connu, très développé, et c'est pour cette raison qu'il est nécessaire que je vous la présente. Alors, d'abord, un premier aperçu fondé sur l'idée générale de similarité. Lorsqu'on parle d'analogie, souvent on a en tête l'idée qu'il y a de la ressemblance, de la similarité, de l'analogie entre deux choses, dire que deux choses ou deux êtres, deux situations sont analogues, c'est apparemment dire à peu près la même chose que dire qu'elles sont ressemblantes ou similaires. Alors, on verra qu'il faut prendre en considération une différence conceptuelle importante entre la notion de similarité et la notion d'analogie, et ce que je vais être amené à vous expliquer comme étant le concept de travail, si vous voulez, nommé analogie, le concept d'analogie tel que je vais l'utiliser dans ce séminaire, c'est l'idée qu'on a un processus d'identification fondé sur une similarité. Un processus d'identification fondé sur une similarité, c'est-à-dire que
il y a une différence entre similarité et analogie, dans la mesure où la similarité, c'est une propriété de départ, des choses se ressemblent, et l'analogie va consister à tendre vers l'identification de ces entités perçues comme similaires. Alors, on verra cela en détail. Par ailleurs, on sera amené à distinguer des types d'analogies. Alors, il y a toutes sortes de distinctions possibles, de classements possibles des types d'analogies. Un des classements qui est assez utile, mais je vous en présenterai d'autres après, c'est un classement qui distingue les analogies entre des formes, entre des contenus et entre formes et contenus. Donc, des analogies entre des formes ou entre des signifiants, par exemple. C'est ce que vous avez dans les rimes, dans ce qu'on appelle les paronomases, parfois les mots qui se ressemblent du point de vue du signifiant, toutes sortes de jeux verbaux qu'on trouve beaucoup dans les discours humoristiques, dans les chansons, dans la poésie, etc. Toutes sortes de jeux verbaux fondés sur les similarités entre les signifiants, la similarité entre les signifiants, entraînant un rapprochement plus ou moins, produisant un effet voulu entre les signifiés. Ensuite, il y a les analogies entre les significations ou entre les contenus. Par exemple, dans le cas de la synonymie, des synonymes sont des mots qui sont similaires du point de vue de leur sens. La polysémie, les acceptions d'un mot sont similaires. La métaphore, il y a quelque chose comme une forme de similarité de signification dans la construction d'une métaphore. Et puis, enfin, donc ça, on verra que ces analogies entre des formes ou entre des signifiants et ces analogies entre des contenus ou entre des signifiés, on peut les nommer des analogies homogènes, parce qu'elles sont entre des choses de même nature. Tandis que l'analogie entre forme et contenu est une analogie hétérogène. Et je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est que l'iconicité. Le cas de la métaphore conceptuelle est intéressant aussi. Et le symbolisme phonétique qu'on va étudier est bien sûr un de ces types d'analogies entre forme et contenu. C'est évidemment la raison pour laquelle ça m'intéresse particulièrement, c'est que ce sont les analogies les plus difficiles à penser d'une certaine façon, parce que des analogies entre des choses qui sont de même ordre, entre des formes d'une part ou entre des significations d'autre part, sont des analogies assez... Les propriétés qu'on va pouvoir trouver en commun sont des propriétés ou bien des formes, dans le cas de l'analogie entre des formes, ou bien entre des significations, dans le cas de l'analogie entre contenus. Mais dans le cas de l'analogie entre des formes et des contenus, c'est beaucoup plus difficile de trouver des propriétés communes. Alors bien sûr, cette notion d'analogie entre forme et contenu, ou entre signifié et signifiant, d'une certaine façon, s'oppose au principe saussurien de l'arbitraire du signe. Mais ça ne signifie pas du tout, dans cette perspective, que l'on ait besoin de nier le principe de l'arbitraire du signe. Un certain nombre de choses dans les langues sont arbitraires, d'autres sont analogues. Il y a de l'arbitraire, il y a de l'analogie, et les deux fonctionnent ensemble. On a besoin des deux dans les langues, mais il est vrai que la linguistique moderne, c'est plutôt fondé sur le principe de l'arbitraire, en oubliant un peu le rôle de l'analogie, et c'est cela qui est contrebalancé, disons, par la perspective analogique en linguistique. Bien, alors maintenant je fais un pas en arrière, et je vais essayer de justifier les raisons pour lesquelles il est intéressant de travailler sur l'analogie en linguistique. Alors, tout d'abord, je le disais rapidement tout à l'heure, une première approximation de la définition de l'analogie, c'est de dire que lorsque deux éléments x et y sont analogues, cela signifie que ces deux éléments sont similaires, ont des propriétés communes, se ressemblent. Alors par exemple, j'extrais cette citation du TLFI. L'idéalisme en philosophie a beaucoup d'analogies avec le mysticisme. Donc, analogie entre, d'une part, l'idéalisme en philosophie et d'autre part avec le mysticisme en religion.
l'un place toute la réalité des choses de ce monde dans la pensée, donc ça c'est l'idéalisme en philosophie, et l'autre, toute la réalité des choses du ciel dans le sentiment. D'accord ? Le mysticisme en religion. Bien. Donc, vous voyez qu'ici est affirmé le principe d'une analogie, c'est-à-dire de propriété commune, entre deux entités abstraites, l'idéalisme en philosophie, le mysticisme en religion. Donc, l'analogie peut être formulée comme consistant en l'existence de propriétés communes entre des éléments, mais aussi, et ça c'est ce qui est peut-être le plus connu, l'analogie est vue comme une relation de proportionnalité que l'on va formuler par exemple en disant x est à x' ce que y est à y', ou a est à b ce que c est à d. Donc là, on a une similarité de relation, entre des relations. La relation entre x et x' est du même genre et similaire à la relation entre y et y'. Exemple de Harvey, le roi est à l'État ce que le cœur est à la vie humaine. Donc il y a une relation entre roi et État, en gros, commande l'État, et le cœur est la relation entre le cœur et la vie humaine est du même ordre que la relation entre le roi et l'État. Donc, autrement dit, s'il n'y a pas de cœur, la vie s'arrête, s'il n'y a pas de roi, l'État s'arrête. Alors, ce que l'on peut dire pour l'instant, tout simplement, c'est que l'analogie est donc une relation. Voilà pour une première approche très intuitive, très approximative, disons, de l'analogie. Alors, maintenant, je reviens à ma question de départ. Pourquoi s'intéresser à l'analogie ? Alors, tout d'abord, et là c'est un point que je ne vais pas développer parce que ce serait beaucoup trop long, mais il est facile de remarquer que l'analogie intervient dans de très nombreux aspects de la vie humaine. Vous avez la notion d'analogie est utilisée et, disons, est un véritable concept opératoire dans le champ juridique, dans le droit, en philosophie, en théologie, dans les sciences, en psychologie, dans les études littéraires, en histoire, etc. Bon, j'illustre rapidement. Pour le droit, eh bien, grosso modo, si vous voulez, la loi ne peut pas prévoir tous les cas qui existent. Donc, la jurisprudence consiste très souvent à examiner l'analogie entre une situation donnée et une solution antérieure qui a été fournie par le droit. Et en philosophie, c'est un énorme thème de la philosophie, l'analogie, en particulier sous la dénomination de l'analogie de l'être, qui est un problème, par exemple, très important au Moyen-Âge chez les pères de l'Église, mais ça rejoint la question de la théologie. En théologie, en particulier au Moyen-Âge, la question de l'analogie est développée notamment par saint Thomas d'Aquin pour essayer de savoir comment on peut parler des attributs divins. Lorsque je dis Dieu est bon, qu'est-ce que ça signifie Dieu est bon ? Alors, ça ne peut pas être la bonté, une bonté du même ordre que la bonté humaine, puisque à ce moment-là, Dieu serait un homme, donc ce n'est pas possible. Mais cette bonté ne peut pas non plus être une bonté de Dieu sans aucun rapport avec la bonté humaine. Tout au moins dans le christianisme, le Dieu est en relation, ce qui est divin doit pouvoir être en relation avec le monde terrestre. Eh bien, la solution trouvée par saint Thomas d'Aquin, c'est de dire que cette bonté de Dieu, elle n'est ni identique à la bonté humaine, elle n'est pas non plus complètement différente, mais elle est analogue. Donc, c'est pour cette raison que
enfin, je simplifie terriblement, hein, mais disons, c'est grosso modo pour cette raison que le concept d'analogie a été commenté, mais sur des milliers de pages et dans des centaines de textes depuis le Moyen-Âge, hein, en théologie. Bon, dans la théologie musulmane, l'analogie est aussi un concept opératoire très important. Sous le nom, l'année dernière d'ailleurs, des étudiants avaient travaillé sur ce sujet, on appelle les qiyas, tout simplement parce que c'est un peu comparable à la question du droit dont je parlais tout à l'heure, mais là c'est dans le droit musulman, et il y a des traités, des débats d'ailleurs, parce que tous les théologiens ne sont pas d'accord là-dessus, mais disons que grosso modo, l'idée ici est de pouvoir réguler les interdits, hein, liés à la religion. Par exemple, s'il est écrit dans le Coran que le fidèle ne doit pas boire de vin, ben, rien n'est écrit sur le fait de savoir s'il peut prendre je sais pas, des drogues, la cocaïne ou n'importe quoi d'autre, hein. Et là, c'est là qu'intervient un raisonnement par analogie, hein, où on va essayer de montrer que le vin provoquant l'ivresse, la cocaïne est analogue au vin parce qu'elle provoque aussi une forme d'ivresse, etc. Et c'est ainsi, par analogie, qu'on va pouvoir, à partir d'un texte source, étendre les interdits et les adapter aux sociétés contemporaines. Alors il y a une grande ambiguïté, hein, et puis beaucoup de débats sur ces questions, parce que ça suppose d'une part de reconnaître l'importance du texte originaire, mais en même temps de s'autoriser à l'interpréter d'une certaine façon, donc à l'élargir. Hein. Et là, il y a un conflit entre des traditionalistes qui ne voudraient pas, qui voudraient qu'on ait une lecture littérale du Coran, et puis en fait une contradiction qui fait que si on adopte une lecture littérale, mais le texte religieux ne parle plus du monde d'aujourd'hui, donc on ne peut pas l'appliquer, et ça pose de vrais problèmes. Enfin bref, je passe sur le sujet. Dans les sciences, l'analogie joue un rôle très important. Par exemple, dans la découverte scientifique, hein, on sait que beaucoup de découvertes scientifiques ont été trouvées par analogie. Hein, je veux dire, un savant a fait un rapprochement inattendu et ça a ouvert une voie scientifique, mais aussi, tout bêtement, ce qu'on appelle l'analogie formelle dans les sciences, c'est-à-dire lorsqu'on a inventé les systèmes d'équations, hein, une équation qui va décrire le mouvement d'un solide, eh bien, elle est valable pour n'importe quel objet qui se déplace. Donc, elle est valable pour une classe analogique. Oui ? Est-ce que dans les sciences, l'analogie peut pas aussi poser problème dans la découverte? Je pense par exemple aux obstacles épistémologiques à la Bachelard. Finalement, c'est un peu des analogies, non? Entre le feu et l'électricité, par exemple. Mais, qui bloque la découverte. Oui, alors, vous avez raison. Dans certains cas, les analogies nous enferment dans un système de croyance. Hein, mais vous obligé à anticiper un tout petit peu sur le propos, il y a toujours ces deux aspects dans l'analogie. Hein. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais disons que dans la mesure où l'analogie renvoie à l'idée de similarité, d'une part, elle peut être vue comme ramenant tout l'inconnu à du connu, par similarité. Hein. On traite par analogie des expériences nouvelles. Enfin, disons, on traite des expériences nouvelles selon leur similarité avec des expériences déjà vécues. Donc là, c'est ramener de l'inconnu à du connu. Mais l'analogie permet aussi, par une forme d'inférence basée au départ sur une similarité, d'explorer des choses inconnues. C'est-à-dire en projetant ce qui est connu sur ce qui est moins connu, on peut découvrir des aspects de ce qui est moins connu. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais il y a donc bien ces deux aspects-là. C'est-à-dire, d'une part, l'analogie qui
tend vers la qui tend en quelque sorte à nous enfermer dans le monde dans lequel nous sommes, mais qui, vraiment, par le même mécanisme, nous permet également de nous en arracher. Bon, on va revoir ça tout à l'heure. Bon, en psychologie, c'est évident, non seulement en psychanalyse, mais le concept d'analogie est explicitement utilisé en psychologie, et ça, je vais vous l'expliquer tout de suite. Dans les études littéraires, une bonne partie des études littéraires, les genres littéraires, etc., ce sont des analogies entre des textes, hein, les styles aussi, enfin les écoles littéraires. En histoire, un des intérêts de l'histoire, c'est de voir si certaines analogies entre le monde d'hier et celui d'aujourd'hui peuvent nous apprendre quelque chose pour nous comporter à un moment donné dans la société. Eh bien, deuxième aspect, qui est évidemment lié, hein. Il se trouve, et cela on le sait depuis une bonne vingtaine d'années, que l'analogie, comme processus cognitif, est vraiment un processus cognitif central chez l'homme. Une citation que je ne sais plus si je la donne tout à l'heure, mais que je cite souvent, de Douglas Hofstadter, dit quelque chose comme la cognition, l'analogie, c'est le bleu du ciel de la cognition. C'est-à-dire, c'est le fond, c'est vraiment le processus absolument fondamental de la cognition humaine. Alors, évidemment, vous voyez bien le lien entre les deux, hein. Si l'être humain se caractérise, comme je le crois et comme beaucoup de chercheurs le pensent aussi, se caractérise par une aptitude hors norme dans le monde vivant, hein, c'est-à-dire que les animaux non humains ont aussi des capacités analogiques, mais infiniment moins développées que les capacités humaines, eh bien, ça n'est évidemment pas étonnant que l'analogie intervienne ensuite dans toutes sortes de domaines de la vie humaine. Alors, ce qui nous intéresse, nous, en linguistique, c'est de se dire que si l'analogie est un processus si important du point de vue de la cognition humaine, si le cerveau humain ou le système cognitif de l'homme fonctionne massivement sur le mode de l'analogie, il doit exister des contreparties dans les langues. On doit voir fonctionner ces analogies dans les langues. Donc, cette problématique analogique en linguistique, on peut la décrire d'une façon simple comme consistant dans le repérage, la description, l'analyse de l'ensemble des réalisations et processus analogiques dans les langues, dans le langage, d'accord, donc dans la faculté de langage et dans les langues telles qu'elles se présentent empiriquement. Alors, je vais vous présenter quelques-uns des aspects fondamentaux. D'une part, l'analogie comme processus cognitif. On examinera un peu, puisqu'on a dit que c'était une relation, l'analogie, hein, entre quoi et quoi cette relation se situe-t-elle. Et puis, je verrai ensuite les fonctions de l'analogie pour arriver à une des fonctions qu'on appelle la fonction iconique, et qui est la fonction dans laquelle s'inscrit le symbolisme phonétique. Alors, tout d'abord, la première idée, l'analogie comme processus central de la cognition humaine. Alors, je vous donne cette citation-là, qui est extraite d'un projet de recherche, vous voyez, qui date maintenant de 8 ans, enfin un peu une dizaine d'années, disons. Donc, vous voyez, c'est... Mais les recherches avaient commencé au moins une dizaine d'années avant, hein, d'un gros projet, 9 universités, 200 publications, etc., et qui disait des choses de ce genre-là, hein, la capacité de produire des analogies est au cœur de la cognition humaine, et c'est un mécanisme fondamental
qui permet aux humains de s'engager dans des processus mentaux complexes, comme la pensée, la catégorisation, l'apprentissage, et d'une manière générale à comprendre le monde et agir sur lui en fonction de son expérience antérieure. La capacité de percevoir une expérience nouvelle, un objet nouveau, une situation nouvelle ou une action nouvelle comme étant la même qu'une plus ancienne, et ensuite d'agir approximativement pour ensuite affiner, eh bien, c'est d'une manière presque indubitable l'une des capacités qui fait que l'être humain diffère des autres espèces animales. Donc, vous voyez cette idée que je disais déjà un peu tout à l'heure. Ce qui est dit ici, c'est que d'une part, l'analogie dans sa généralité consiste à utiliser des connaissances disponibles, mais si, pour se repérer, pour comprendre le monde qui nous entoure, pour identifier des objets que nous voyons, si nous n'avions que la mémoire des objets, des situations, des êtres que nous avons antérieurement perçus, réellement perçus. Et que nous ne pouvions identifier un livre qu'à condition qu'il soit le même qu'un livre que nous avons déjà vu auparavant. Ou une chaise comme étant exactement la même qu'une chaise qu'on a vue auparavant. Vous comprenez bien que nous ne pourrions pas fonctionner comme ça dans le monde. C'est-à-dire que si vous avez vu un livre de petite taille, un livre de grande taille, ça veut dire que vous ne savez pas ce que c'est, puisqu'il n'est pas identique au livre, à l'image de livre que vous avez mémorisé antérieurement. Donc vous voyez bien qu'à partir du moment où, mais ça se développe dans le temps, les enfants ont des systèmes de catégorisation, disons, plus grossiers que ceux des adultes, mais ce qui se produit effectivement, c'est que prenons l'exemple de la catégorisation d'un objet, de l'identification d'un objet, vous avez eu l'expérience d'avoir vu un certain nombre de livres différents. Bon. Eh bien, cela vous permet de reconnaître un objet qui va être similaire à un des objets que vous avez, à un de ces livres que vous avez déjà vus antérieurement. Cela va vous permettre de l'intégrer dans la catégorie des livres sur la base de cette similarité. Bon, évidemment, l'exemple est tellement simpliste qu'il en est presque pas très convaincant. Imaginez que vous ayez besoin pas d'un outil, par exemple, et que vous allez arriver dans un atelier. Si vous avez besoin d'un outil et que vous avez déjà vu un genre de pince dont vous avez besoin, vous allez pouvoir trouver un analogue éventuel de cet outil dont vous avez besoin, mais qui ne sera pas le même que celui que vous connaissez déjà. Mais la similarité entre les deux va vous permettre, compte tenu de votre expérience antérieure, d'utiliser cet outil d'une manière appropriée. D'accord ? Donc, on le verra tout à l'heure en détail, mais cet exemple de la catégorisation des objets n'est pas choisi au hasard, c'est parce qu'il s'agit évidemment de l'une des applications, de l'une des fonctions les plus fondamentales de l'analogie. Bon, donc, l'idée générale, c'est que on a besoin de la similarité. Au fond, je pourrais le formuler comme ça. On a besoin de la similarité pour tirer le plus grand bénéfice possible de notre expérience passée. Notre expérience passée nous sert non seulement à reconnaître les choses identiques à celles que nous avons déjà vécues, mais également toute une gamme de choses similaires. Et même des choses très différentes, on va d'abord les appréhender sur la base de leur similarité.
Bon, c'est une expérience, par exemple, vous entendez une musique, un genre de musique que vous n'avez jamais entendu. Ben, la plupart du temps, vous allez réagir en vous disant « Ah oui, j'ai jamais entendu ce genre de choses, mais ça me fait penser à ça, mais mélangé, qui aurait une tendance de ça, etc. » Bon, donc vous allez trouver des points de similarité avec des choses que vous connaissez déjà, et vous allez essayer de rattacher donc la chose inconnue à des choses déjà connues, mais sans nécessairement l'absorber entièrement dans le connu. Bien. Et alors, je n'aurai pas le temps évidemment de développer la question des capacités analogiques chez les êtres vivants non humains, mais il y a bien sûr des possibilités de catégorisation chez les animaux, ne serait-ce que pour reconnaître leur proie, etc. Mais elles sont évidemment beaucoup moins développées que chez l'homme. Une hypothèse envisageable, c'est que peut-être que le développement du langage, qui, on va le voir, lui-même requiert la maîtrise d'un certain type d'analogie, a en quelque sorte renforcé les capacités analogiques de l'homme. Bon, mais ça c'est une hypothèse un petit peu aventureuse, je ne vais pas aller plus loin sur ce point. Alors, parmi les conclusions que ce rapport de recherche fournissait, un certain nombre de points que je relève. D'abord, l'idée qu'il y a... on ne peut pas considérer que l'analogie, si vous voulez, correspond à une zone du cerveau ou à un processus bien identifié dans un comment dire, bien encapsulé dans une zone du système cognitif. C'est une capacité émergente qui requiert l'activation de toutes sortes d'autres processus qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc, pour faire des analogies, vous avez besoin d'avoir une bonne mémoire de travail, vous avez besoin d'avoir une certaine ce qu'on appelle une flexibilité cognitive, c'est-à-dire de pouvoir changer votre point de vue sur les choses, disons. Il y a un certain nombre de fonctions exécutives qui sont requises pour permettre les analogies. Et c'est cela d'ailleurs qui se met en place progressivement, parce qu'un certain nombre de spécialistes de psychologie cognitive du développement travaillent spécifiquement sur les enfants et montrent comment les processus cognitifs que mobilisent les enfants ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux des adultes, parce qu'ils doivent compenser des capacités de mémorisation qui ne sont pas aussi grandes que celles des adultes, etc., etc. Et puis inversement, dans le vieillissement, il y a un certain nombre de fonctions exécutives qui perdent leur efficacité et qui font en sorte que la capacité d'analogie est différente. Bon, bien sûr, les processus analogiques influencent les processus perceptifs. Vous pouvez le comprendre relativement facilement, je pense, avec l'idée de catégorisation. C'est-à-dire que en fonction des similarités que vous êtes capable de percevoir, vous ne percevez pas forcément le même monde que votre voisin. Par exemple, vous êtes dans une forêt, vous avez des connaissances en botanique, vous voyez des similarités entre des types d'arbres, entre des hêtres, des chênes, des bouleaux, je ne sais pas. Mais si vous ne disposez pas de ce réseau fin de similarités qui vous permet de distinguer des sous-catégories d'arbres, vous n'avez pas, par exemple, de connaissances botaniques, vous voyez quoi dans la forêt ? Vous voyez des branches, des troncs, des feuilles, vous voyez des arbres. Vous ne voyez pas des types d'arbres différents. Donc vous ne voyez pas la même chose, en réalité. Donc si vous admettez que le fait de ne pas voir la même chose relève de capacités de catégorisation, des catégorisations plus fines ou moins fines, et que les capacités de catégorisation sont en fait des capacités analogiques, eh bien vous voyez pourquoi les processus analogiques influencent les processus perceptifs.
Bon, l'analogie joue un rôle important dans la récupération des informations mémorisées. On retrouve plus facilement des informations mémorisées lorsque on est capable de voir une analogie avec avec la cible voulue. Hein. Ensuite, un point de détail, si vous avez, les analogies transfèrent les émotions associées de la source à la cible, comme dans l'autre sens, de la cible à la source. C'est-à-dire que si ça tombe un peu sous le sens, mais disons que ça a été montré d'une manière un peu sérieuse, si vous percevez une similarité entre deux situations, et qu'une des deux situations est associée, par exemple, à une émotion négative, eh bien, cette émotion négative va être associée par similarité, donc, avec la situation que vous percevez comme similaire. Et puis enfin, ça c'est un point extrêmement important, ce qu'on appelle ici analogie en tant que processus cognitif, ce ne sont pas seulement des analogies conscientes, c'est-à-dire je suis capable de dire et de formuler que ceci est similaire à cela, que A est à B, ce que C est à D. Ce sont des analogies très largement non conscientes ou inconscientes, c'est-à-dire que, par exemple, encore une fois, pour reprendre cet exemple des catégorisations, vous n'êtes pas même conscient de tout le travail que fait votre système cognitif pour percevoir les catégories dans le monde. Et vous faites des analogies en permanence sans vous en rendre compte. Douglas Hofstadter, dont je parlais tout à l'heure, disait dans une conférence que lui, il a l'habitude de travailler là-dessus depuis très longtemps, donc il les perçoit, ces analogies. Il se dit, tiens, tout d'un coup, je suis en train de faire une analogie, je donnerai un exemple à une autre séance, il est en train, avec sa valise, traîner sa valise dans un aéroport, et tout d'un coup, il se rend compte qu'il y a une analogie qui lui vient, mais si on n'est pas habitué, on la voit même pas passer. Alors, le modèle de base en psychologie cognitive pour décrire, analyser les analogies, c'est ce qu'on appelle la théorie du mapping de structure. Alors, bon, Structure Mapping Theory, il n'y a pas tellement de traduction en français, il n'y a pas de traduction aujourd'hui très... Enfin, il y a de traduction, disons, reconnue, acceptée pour mapping, donc faute de mieux, pour l'instant, on ne traduit pas. Mais bon, ça veut dire une sorte de projection de structure. Hein. Le mapping, c'est le fait de projeter une structure sur une autre. Hein. Donc, on pourrait dire théorie de la projection structurelle. Bon, alors, le principe, mais c'est juste une façon schématique de résumer ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez un domaine de base, un domaine déjà connu. Hein, donc il y a des aspects structuraux qui sont connus dans ce domaine de base, un domaine cible qui n'est pas connu, et en fait, le raisonnement analogique, hein, le structure mapping, ça consiste à projeter les aspects structuraux connus du domaine de base sur le domaine non connu. Alors, je vous donne un exemple emprunté à Gentner, donc Derd Gentner, qui est, l'auteur qui a la première travaillé un peu en détail là-dessus, sur ce sujet, et qui est systématiquement cité dans tout article en psychologie cognitive sur l'analogie. Donc, dans ce modèle, il y a une première étape qui est l'alignement, ce qu'on appelle l'alignement de la source et de la cible. Donc, on dégage une structure commune. Donc ça, c'est la similarité, hein, une structure commune. Donc vous voyez, elle est représentée ici sous forme d'objets, les petits carrés, et de relations entre objets, les ronds, hein, qui représentent des relations entre objets. Et vous pouvez même avoir des relations entre des relations. Bien. Alors vous avez votre source, votre cible, et l'alignement consiste à établir des liens, hein, entre les deux. Mais alors, il y a des aspects de la cible qui ne sont pas présents dans la source, et des aspects de la source qui ne sont pas présents dans la cible. D'accord ? Donc on projette ce qu'on peut, hein, on trouve les similarités,
Mais il y a forcément des choses qui ne sont pas similaires entre les deux. Sinon, on serait dans l'identité et ce serait autre chose. Alors, un exemple classique, c'est l'exemple de l'analogie entre le système cardiovasculaire et un système hydraulique avec une pompe. Donc, vous mettez en correspondance la source, donc c'est un système hydraulique. Alors, on part de l'idée, si vous voulez, vous êtes dans un cours de sciences naturelles et vous êtes un professeur, vous voulez expliquer comment fonctionne le système cardiovasculaire. Vous partez de l'idée que une pompe avec des tuyaux et de l'eau, c'est concret, c'est facile à comprendre pour les élèves, donc vous allez vous fonder sur ce cas, sur cette situation, pour projeter sur la situation non connue du système cardiovasculaire. Donc, les correspondances, elles sont assez faciles à établir. Entre les objets, par exemple, on va dire que il y a le cœur et la pompe, qui sont le cœur dans la source, la pompe dans la source, le cœur dans la cible. Les artères et les tuyaux vont être aussi vont pouvoir être mis en relation de similarité. Le sang et le liquide, qui sont aussi en relation de similarité. Il y a aussi un certain nombre de relations entre les éléments de la source qui sont mis en relation qui sont du même type que les relations entre les éléments de la cible. Par exemple, la relation entre le cœur et le sang d'une part, la pompe et le liquide d'autre part, puisque c'est ça la base de cette analogie. Si on a compris que c'est la pompe qui permet de faire circuler le liquide dans le système hydraulique, eh bien, on va comprendre que le cœur, c'est ce qui permet de faire circuler le sang dans le corps. La relation entre le sang, les artères, le liquide et les tuyaux, etc., etc. Bon, mais il va y avoir des aspects qui ne vont pas être similaires. Je veux dire, par exemple, je sais pas moi, la matière des tuyaux du système hydraulique n'est pas la même que la matière des artères, etc., etc. Bon, donc, il y a bien des points communs. C'est ça l'alignement, l'alignement de base qui va permettre, disons, d'établir l'analogie. Ensuite, il y a un deuxième moment qu'on appelle le principe de systématicité. Donc on développe l'alignement tant qu'on le peut, et c'est là où l'analogie va permettre la découverte, pour répondre à la question de tout à l'heure, qui va nous permettre de ne pas forcément ramener entièrement le connu, enfin l'inconnu au connu. C'est que on va peut-être projeter. Si on remarque que dans la structure de départ, il y a une propriété, une relation qu'on ne perçoit pas du tout dans la cible, mais qui existe dans la source. On va forcément se dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un équivalent dans la cible ? Alors, par exemple, dans le cas du système hydraulique, j'explique que il y a une pompe, il y a des tuyaux, la pompe fait circuler l'eau dans les tuyaux. Bon, le cœur c'est pareil, il fait circuler le sang dans le corps et dans les artères. Ce qui n'est pas forcément perçu au départ, puisqu'on l'a découvert de toute façon plus tardivement, c'est que dans un système hydraulique, il peut y avoir des problèmes de pression. Donc, la projection, là, qui correspond à quelque chose qui n'était pas immédiatement perceptible, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des problèmes de pression dans le système cardiovasculaire ? Et c'est comme ça qu'on découvre la pression artérielle. Bon, après, on peut évidemment abstraire la structure commune pour la traiter séparément. Donc il y a un lien de toute façon entre l'analogie et l'abstraction d'une manière générale. Un autre exemple très classique, qu'on appelle parfois l'analogie de Rutherford, qui est l'analogie entre le système solaire et la structure de l'atome. Donc grosso modo, l'idée c'est que, donc vous voyez là, vous avez aussi une série de propriétés. Donc le Soleil, une planète, et puis des propriétés. Le Soleil, donc S c'est le sujet, O c'est l'objet. Donc le Soleil est plus massif que les planètes.
les planètes tournent autour du Soleil, le Soleil est plus chaud que les planètes, et puis le Soleil attire les planètes et les planètes attirent le Soleil. Et puis il y a d'autres propriétés du Soleil, il est jaune, il est chaud, il est massif. Alors, parmi toutes ces propriétés, l'alignement structurel va nous permettre de sélectionner, d'en sélectionner un certain nombre, c'est-à-dire la relation d'attraction qui existe entre les planètes et le Soleil, je peux la projeter sur la relation entre le noyau de l'atome et les électrons. Il y a cette idée aussi, ces deux autres propriétés, le fait que le noyau soit plus massif que l'électron, de même que le Soleil est plus massif que les planètes, et puis l'idée que les électrons tournent autour du noyau, de même que les planètes tournent autour du Soleil. Donc cela me permet, en faisant une sorte de projection, de faire comprendre, là aussi, en supposant que cette structure-là du système solaire est plus connue que la structure de l'atome, de dire les électrons sont au noyau ce que les planètes sont au Soleil. Donc ils tournent autour du noyau comme les planètes tournent autour du Soleil. Ce qui veut dire aussi, là je la formule d'une manière proportionnelle, cette analogie, mais elle a aussi une formulation binaire, hein, ça veut dire qu'il y a une analogie entre l'atome et le système solaire. Bien, alors, l'analogie en psychologie cognitive, c'est donc cette théorie du mapping de structure, mapping structurel, mais qui suppose vraiment des relations entre des relations. Donc c'est principalement de l'analogie proportionnelle, en fait. Bon, mais il y a toutes sortes d'autres situations. Hein. Par exemple, là j'ai pris ça hier, là, vous voyez, c'est du 23 septembre. Donc l'idée, là, en Allemagne, le spectre de la République de Weimar est de retour. Si l'Allemagne d'aujourd'hui n'est pas celle de 1932, la montée de l'extrême droite pousse les observateurs à souligner l'analogie des situations, avec un but, être attentif à des signaux suffisamment tôt pour ne pas répéter les erreurs du passé. Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais du rôle de l'analogie dans l'histoire. Bon, évidemment, ce sont des analogies qu'il faut manier avec beaucoup de circonspection, mais voilà, ça fait partie de l'actualité de journaux tout à fait sérieux comme Le Monde. Et vous voyez qu'ici, on a l'idée qu'on a bien une analogie à deux éléments. Mais ce que je veux vous montrer avec cet exemple, et surtout avec le suivant, c'est le lien de catégorisation. Vous voyez, ça c'est quelque chose que j'ai pris l'année dernière, que j'ai repris cette année. Donc c'était Kirk Douglas, l'acteur, qui a fait une analogie entre Donald Trump et Hitler. Bon, alors, on peut ne pas être d'accord, hein, peu importe. Je le prends simplement comme un exemple. Hein. Vous savez bien que dès qu'on fait des comparaisons avec Hitler, c'est ce qu'on appelle l'atteinte du point Godwin, c'est-à-dire le point à partir duquel plus aucune discussion n'est possible. Bref, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer que, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, peu importe, si je fais une analogie entre deux personnes, là en l'occurrence entre Trump et Hitler, mais bon, il y a toutes sortes d'autres hommes politiques pour lesquels on a pu formuler dans la presse ou dans les différents types de discours des analogies avec Hitler, hein, on appelle parfois aussi la reductio ad Hitlerum, cela est équivalent au fond à une catégorisation. Pourquoi ? Ça veut dire que Donald Trump appartient à la catégorie des Hitler. Hein. C'est une sorte de Hitler parmi. Et il y en a d'autres dictateurs. D'autres dictateurs, ça présuppose que Trump serait un dictateur, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il est quand même le président d'une démocratie. Mais bon, bref. Je vous donne cet exemple pour avoir une vision, disons, un exemple, une exemplification simple de ce lien fondamental qui existe entre analogie et catégorisation. Mais ce lien a été perçu à date récente, au fond. Pendant très longtemps, dans les manuels de psychologie cognitive, le sujet de la catégorisation était traité d'une manière complètement indépendante du sujet de l'analogie, le sujet de l'analogie étant réservé au cas du raisonnement par analogie, du raisonnement conscient. Et cette première unification qui permet de considérer que la théorie du mapping structurel et la catégorisation relèvent tous les deux de l'analogie, c'est une unification relativement récente.
Voici une citation de Douglas Hofstadter dans un article que vous pouvez lire, hein, vous pouvez le trouver très facilement sur Internet. Je crois même qu'on trouve, je ne sais plus si c'est sous ce titre précisément, mais une conférence de Hofstadter, une conférence qu'il a donnée il y a quelques années dans une université américaine et qui a été filmée, mise sur un site. Donc si vous faites une recherche vidéo de Douglas Hofstadter, vous pouvez tomber dessus très facilement. Alors, bon, là, dans cette citation, il y a une définition de l'analogie présupposée qui est fondée sur l'idée qu'il y a des sortes de glissements qui sont possibles de l'analogie. Là, l'idée, c'est bien de dire que là où il y a de l'analogie, il y a des choses fluides, hein, c'est-à-dire les catégories, etc., sont fluides, au sens où elles sont approximatives, floues. Donc, grosso modo, il dit le déclenchement de catégories mentales antérieures à partir d'un input quelconque, hein, qu'il soit sensoriel ou abstrait, c'est de l'analogie. Pourquoi ? Eh bien, parce que chaque fois qu'il y a ce genre de catégorisation un peu fluide, eh bien, c'est de l'analogie, typiquement. Je vous signale également ce livre qui est apparu en 2013, écrit par Hofstadter et Emmanuel Sander, qui était professeur à Paris 8 et qui est maintenant professeur à l'Université de Genève. Donc ils ont fait une version en anglais et une version en français. Et c'est un livre, si vous voulez, qui expose d'une manière très détaillée la justification de ce lien entre analogie et catégorisation. Et puis cette citation qui correspond à quelque chose que je vous disais tout à l'heure. Pendant longtemps, on a considéré que l'analogie était une sorte de raisonnement. Hein. Et je vous disais, le chapitre du raisonnement dans les livres de psychologie était réservé à la catégorie générale, au chapitre général sur la résolution de problèmes. Hein. On peut résoudre un problème par analogie, ça faisait partie, si vous voulez, enfin ça fait toujours partie, la résolution de problèmes, des thèmes de la psychologie. Bon. Et en fait, ce que nous dit Hofstadter ici, c'est que le fait de réduire l'analogie à la résolution de problèmes, c'est un très mauvais service à rendre à l'analogie, parce que, au fond, la résolution de problèmes, hein, c'est un cas, c'est une situation très particulière dans la vie de l'être humain. Donc, si on considère que l'analogie, ça n'est qu'un cas particulier d'une situation particulière, ça devient une toute petite chose. Hein, une toute petite chose, et j'attire votre attention sur la façon dont c'est formulé. An itty-bitty blip in the broad blue sky of cognition. Itty-bitty blip. Ça, c'est du symbolisme phonétique. Itty-bitty blip. Même si vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous comprenez. Même si vous n'avez jamais entendu ça, vous comprenez que ça veut dire une toute petite chose. À cause des i. D'accord ? Ça, c'est du symbolisme phonétique, typiquement. Bon, mais simplement, pour l'instant, je vous cite cet exemple pour une autre raison. C'est pour la dernière phrase, hein, qui est une sorte de déclaration correspondant à ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, dit Hofstadter, l'analogie, c'est vraiment tout autre chose que bitty blip, hein, qu'une toute petite chose, mais c'est the very blue that fills the whole sky of cognition. Hein, le bleu du ciel de la cognition. Hein, c'est la citation que je veux. L'analogie est tout, ou presque, dans mon esprit. Donc, bon, c'est un peu excessif si vous voulez, mais c'est quand même pour vous montrer qu'un certain nombre de chercheurs, bon, celui-là, je l'ai choisi, disons qu'on trouve rarement des formulations aussi enthousiastes sur la question de l'analogie, mais il est vrai que aujourd'hui, un grand nombre de spécialistes de psychologie cognitive sont d'accord avec cette idée. C'est un processus cognitif absolument central. Alors, on va ajouter une autre couche à la question de l'analogie, c'est celle de l'iconicité. Alors, je vais vous définir rapidement cette notion d'iconicité.
à partir d'une définition souvent reprise d'Olga Fischer, qui est une grande spécialiste de ces questions, qui organise tous les 2 ans avec une collègue de l'université de Zurich un colloque sur l'iconicité, intitulé Iconicity in Language and Literature. Donc l'iconicité, c'est une notion sémiotique qui renvoie à une ressemblance naturelle ou une analogie. Donc là, vous voyez qu'on n'a pas tellement de différence entre, mais il y a l'idée d'analogie, entre la forme d'un signe, le signifiant, une lettre, un son, un mot, une structure de mot, ou même une absence de signe, dans le cas des morphèmes zéro, ce qu'on appelle les morphèmes zéro. Donc, entre la forme d'un signe et l'objet ou le concept, c'est-à-dire le signifié, auquel il réfère dans le monde, ou plutôt dans notre perception du monde. Donc, là, vous voyez qu'il y a une imprécision, mais qui est nécessaire. Entre une imprécision dans le deuxième pôle. Est-ce que l'analogie se fait entre un son? Alors d'ailleurs, quand on dit un son, c'est pas tout à fait la même chose que dire un phonème. C'est d'accord. Mais bon, donc c'est une imprécision aussi. On a d'un côté un son ou un phonème, et de l'autre un objet ou un concept. Donc, cette iconicité, ce premier type cette iconicité, elle peut être présentée de la façon suivante. Une similarité entre une forme et un objet ou un concept. Et à partir de là, on peut distinguer 2 grands types d'iconicité. De la même manière, vous allez voir qu'on distingue 2 grands types d'analogie. Donc, la similarité entre le signe et l'objet. Bon, là, donc, on n'oublie pas, même si elle dit simplement objet, que ça peut être objet ou concept. Et quand elle dit le signe, c'est le signifiant, il faut comprendre aussi. Peut être dû à des traits communs qui sont présents dans les deux, donc des propriétés communes. Et donc, par une inspection directe du signe iconique, on récupère de l'information au sujet de l'objet. C'est ce qu'on appelle l'iconicité d'image. L'iconicité d'image. Comme dans le portrait ou l'onomatopée, par exemple coucou. Donc, voilà. Si je nomme coucou l'oiseau, un certain oiseau, c'est parce qu'il produit un bruit, un son, oui, qui ressemble à ce mot. Donc, le nom de cet oiseau est justifié. Alors, cette notion d'iconicité et cette distinction entre l'iconicité d'image et l'iconicité diagrammatique, elle vient, j'en parlerai peut-être plus tard, d'un grand philosophe américain qui s'appelle Peirce, Charles Sanders Peirce, mais je vous en reparlerai. Alors, ce premier type d'iconicité, c'est l'iconicité binaire. Pourquoi est-elle... vous comprenez bien l'exemple de l'onomatopée, qui est dans le cours de linguistique générale vu comme une espèce d'exception qui ne change rien au principe de l'arbitraire, enfin, tout au moins dans la formulation qui est donnée de la vulgate du cours de linguistique générale. Et le portrait, c'est un exemple donc là, non linguistique, un exemple visuel. Un portrait, si vous voulez, ça permet aussi de justifier le terme d'icône, l'iconicité. C'est l'exemple que donne Peirce dans ses textes le plus souvent. Le portrait en tant qu'image, à supposer qu'il soit réaliste, il a une ressemblance avec la personne dont c'est le portrait. C'est comme ça que ça fonctionne. Je veux dire que si je veux... je vous parlais tout à l'heure de l'idée que les similarités renvoient... les analogies transfèrent les émotions associées de la cible à la source, etc. Si vous êtes face au portrait d'une personne que vous aimez, cette sensation agréable que vous recevez
en observant le portrait provient du fait que dans la réalité, dans le vrai monde, vous avez ces émotions-là avec la personne dont c'est le portrait. Donc la similarité qu'il y a entre le portrait et la personne considérée est la base de la possibilité d'une certaine relation indirecte, si vous voulez, avec cette personne. Donc on a des informations sur la personne à partir du portrait. Bon, c'est un peu évident. Un autre exemple caractéristique de l'iconicité d'image, ce sont les pictogrammes. Les pictogrammes qui, je donne toujours cet exemple, si vous imaginez dans les aéroports que les toilettes hommes-femmes étaient désignées par le mot homme-femme dans la langue du pays dans lequel vous vous trouvez. Pour des Français qui iraient en Chine, je pense qu'ils seraient très embarrassés, parce que là, ce serait très difficile de trouver la différence. Alors, c'est pour cette raison que dans les aéroports ou dans des lieux internationaux, on utilise des pictogrammes, donc une sorte de petit symbole qui représente l'homme ou la femme, que tout le monde comprend sans l'avoir déjà vu. Les pictogrammes ont une certaine variété. On peut... J'aurais pu vous en montrer, j'ai déjà fait ça d'autres années, mais bon, là, j'économise un petit peu ce temps. Mais vous voyez qu'à partir, en n'ayant jamais vu ce signifiant, qu'est un pictogramme, vous devinez son sens. C'est ça un peu le principe de l'analogie. Vous ressentez quelque chose. Alors, soit vous ressentez quelque chose, soit vous accédez à une signification. Donc ça, cette première iconicité, l'iconicité d'image, elle renvoie à une forme d'analogie qui correspond à l'analogie binaire, c'est-à-dire entre deux éléments. Et puis, par ailleurs, on a un autre type d'iconicité lorsqu'on a plusieurs signes. L'analogie est plus abstraite, c'est une analogie qu'on appelle cette fois-ci diagrammatique, une iconicité, qu'on appelle cette fois-ci diagrammatique, qui est fondée sur la relation entre des signes qui reflètent une relation similaire entre les objets ou les actions. Alors, l'exemple qui est donné très fréquemment pour illustrer de la manière la plus simple ce principe, c'est l'exemple de la formule de César, Weni, Widi, Wiki. Pourquoi c'est très simple, mais bon, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire, quand vous regardez ces trois mots, vous regardez des signifiants. Là, vous voyez des signifiants écrits, des suites de lettres. Trois mots qui se suivent. Ce sont les mots, les signifiants qui se suivent. Or, les actions désignées par ces signifiants se suivent également. D'accord ? Donc, il y a une projection entre la relation. Donc, Widi est écrit après, est placé après Weni, Wiki est placé après Widi, de la même manière que voir ces produits après être venus, avoir vaincu, c'est placé après avoir vu. D'accord ? Un autre exemple de ce type d'iconicité fondée sur la linéarité de l'axe syntagmatique, c'est vous prenez le président et le ministre. Le président et le ministre ont fait un déplacement quelque part. Vous ne verrez jamais écrit le ministre et le président. On mettra toujours le président en premier. Pourquoi ? C'est le plus important, donc on le met en premier. Donc là, il y a, si vous voulez, l'ordre des signifiants est lui-même significatif. Mais c'est une relation entre des signifiants qui est projetée sur la relation entre des signifiés. Donc on a ici une analogie de type proportionnel. Alors, deux remarques que je rappelle, mais j'ai déjà indiqué ces éléments. D'une part, cette analyse s'oppose au principe de l'arbitraire du signe, mais j'ajoute immédiatement que ça n'est pas de l'anti-saussurisme que de travailler sur ces questions-là. On reste saussurien pour l'aspect arbitraire. Il y a une part d'arbitraire absolument indéniable dans les langues. Seulement, cette part d'arbitraire,
elle est indéniable, mais elle n'a aucun intérêt scientifique, c'est-à-dire qu'on ne peut rien en faire. L'arbitraire, c'est de l'irrationnel, il n'y a pas de raison qu'il y ait un tel son pour tel sens. Donc, c'est un principe, mais qui n'appelle aucune recherche, aucun commentaire, aucune analyse. Mais c'est un principe qui à lui seul ne permet pas de rendre compte de l'ensemble des relations qui peuvent exister entre les significations des mots dans les langues et leur forme aux mots. Donc on a besoin également de cette notion d'analogie qui donc s'ajoute à l'arbitraire et ne le contredit pas. Ça complète la description. La description se fait sur un autre plan, mais ça ne contredit pas l'arbitraire du signe. Et puis, je le disais, les recherches sur l'iconicité sont inspirées des travaux de Peirce. Alors, on aboutit à regrouper donc sous la rubrique de l'analogie les problèmes suivants: la question du mapping structurel, la question de la catégorisation ou de la conceptualisation, je veux dire à ce niveau d'analyse, parler de catégorie ou de concept, c'est la même chose au plan psychologique, l'iconicité diagrammatique et l'iconicité d'image. Donc un certain nombre de ces questions, la question de l'iconicité diagrammatique a été bien travaillée par Itkonen dans un livre de 2005 qui s'intitule Analogy as Structure and Process. Mais dans ce livre, Itkonen ne traite pas de la question de l'iconicité d'image. Et le symbolisme phonétique, je le rappelle, il fait partie de cet aspect de l'iconicité d'image. Alors maintenant, regardons d'un peu plus près entre quel genre de choses se situe l'analogie en tant que relation. D'abord, une petite précision sur la notion de similarité. Qu'est-ce que c'est qu'une similarité C'est quoi entre deux éléments? La similarité, c'est une relation continue qui se situe entre deux seuils qui sont l'identité et la différence. Donc, il n'y a pas de similarité au sein de la relation d'identité. L'identité, c'est l'identité. Pour qu'on puisse commencer à parler de similarité, il faut qu'il y ait une sorte de scission à l'intérieur de l'identité pour que des propriétés différentielles apparaissent. Il faut qu'il y ait un minimum de différence. Ça, c'est le point de départ. S'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de similarité. Et puis ensuite, les différences, elles peuvent être donc très très nombreuses à ce niveau-là du continuum, et elles sont de moins en moins nombreuses jusqu'à l'absence totale de propriétés communes qui caractérisent ce qu'on appelle la différence. Alors évidemment, tout cela, identité, différence, similarité, dépendent de points de vue, de certaines subjectivités. Parfois c'est dans la nature, mais parfois ces choses-là sont subjectives. Alors, un principe important, c'est la neutralité de la similarité. C'est-à-dire que lorsque vous percevez des choses comme similaires ou des situations comme similaires, eh bien, vous pouvez conclure ou bien en faveur de la différence, c'est-à-dire vous dites oui, ces choses sont similaires, mais sont tout de même très différentes. Bon, par exemple, je ne sais pas, tout à l'heure, Trump et Hitler, d'accord, on peut dire qu'il y a des similarités, mais on peut quand même convenir que les deux personnages et deux situations, etc., sont très différentes. Donc on ne va pas du tout faire l'analogie, on va en rester à la similarité constatée, mais on va rester dans le champ de la différence. Et puis, si on fait une sorte de forçage de la similarité jusqu'à l'identification, eh bien là, on aura de l'analogie. Mais au niveau de la similarité, elle est presque, j'allais dire, objective. C'est quelque chose, ce sont des propriétés qu'on peut décrire. Et la similarité ne constitue pas l'analogie. Elle peut la permettre, elle est le fondement d'une analogie possible,
mais elle ne se résout pas forcément en analogie. Donc, l'analogie, ça va être le processus qui consiste à traiter comme identique, alors je le répète, selon un certain point de vue, dans un certain objectif, deux entités qui sont similaires. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que les propriétés communes qui fondent la similarité sont perçues comme éclipsant en quelque sorte les propriétés différentielles, c'est-à-dire les différences. On ne voit plus les différences, on ne voit plus que les ressemblances, et on crée à ce moment-là une analogie. Bon, et à partir de là, donc, on va retrouver les deux types d'analogies. On peut décrire l'analogie binaire de cette façon-là, c'est-à-dire une analogie entre deux entités, x, y. Première condition, on l'a vu tout à l'heure sur la base à partir de la notion de similarité, il faut qu'il n'y ait pas d'identité. Donc il faut qu'il y ait une propriété différentielle, ce que j'appelle D ici. Il faut qu'il existe une propriété différentielle telle qu'on ait D de x et non D de y, c'est-à-dire que x possède la propriété D et y ne la possède pas. Bon, c'est une formulation un peu comme ça, avec des symboles logiques, mais qui n'a rien de, qui n'a rien de mathématique. Bon, ensuite, il faut que x et y possèdent une propriété commune. Donc, il faut qu'il y ait de la différence. Ensuite, des propriétés communes. Et puis, selon un certain point de vue, les propriétés communes sont perçues comme plus importantes, plus saillantes que les propriétés différentielles. L'analogie proportionnelle, eh bien, ça va être la structure. Vous voyez, c'est une analogie entre des couples. X est à x' ce que y est à y'. Donc, par exemple, là j'ai pris ça dans un test pour des enfants. Les chaussettes sont aux pieds, ce que les gants sont aux. Et là, il faut trouver main. Ou un exemple linguistique, Jack Lang fut à Mitterrand, ce que Malraux fut à De Gaulle. Ce qui rejoint l'idée qu'on a déjà vue tout à l'heure, que cette analogie proportionnelle, elle équivaut à une sorte d'analogie binaire, puisque si je dis que Jack Lang fut à Mitterrand ce que Malraux fut à De Gaulle, je dis que Jack Lang était une sorte de Malraux. Et donc, il y a une sorte de catégorisation qui pourrait être décrite comme étant des ministres de la culture qui ont été, disons, très soutenus par un président qui croyait dans l'impact des politiques culturelles, etc. Voilà, donc une définition cognitive de l'analogie. L'analogie est un processus cognitif qui requiert ou qui repose sur une relation de similarité entre deux entités. Une relation établie consciemment ou non, on l'a vu tout à l'heure, c'est très souvent inconscient, par un individu singulier dans un contexte singulier. Je précise, j'ai oublié de vous dire au tout début du cours que je mets en ligne sur le site du cours les PowerPoint dans leur intégralité, donc vous n'êtes pas obligé de tout prendre en note, vous pouvez récupérer le PowerPoint, et vous pouvez récupérer aussi l'enregistrement, j'enregistre le cours à chaque fois, et comme ça, si un jour vous ne pouvez pas venir, vous pouvez récupérer le séminaire sur le site du cours, je vous le montrerai tout à l'heure si vous voulez. Donc, l'analogie, là, c'est le nom général, voyez, de toute une gamme de processus qui va intégrer la catégorisation, la formation, processus de formation d'un mot, etc. C'est vraiment le nom générique d'un type de processus. Et puis similarité, eh bien, c'est la nature de la relation qui permet le processus. Il y a une autre relation fondamentale, c'est la contiguïté, donc la relation de proximité physique ou spatiale, qui elle aussi peut produire un autre processus, qui va être non plus l'identification, mais l'unification. Si vous voulez, quand vous prenez, mais ça c'est un thème très ancien, si vous considérez sérieusement la similarité d'une part, la contiguïté d'autre part, comme relation, et que vous considérez ensuite les processus que permettent ces relations, donc processus d'identification à partir de la relation de similarité, processus d'unification
partir de la relation de contiguïté. Par exemple, lorsque vous avez un déterminant plus un nom, ça forme un groupe nominal qui peut être remplacé par un pronom, il. Bon, ça c'est ce que les psychologues appellent parfois, enfin, lorsqu'on parle de choses mentales, un chunk, donc un petit bloc qui se fait. Et ça aussi, c'est une aptitude cognitive très importante de l'être humain. C'est d'avoir une capsule de mémorisation avec plusieurs éléments à l'intérieur. D'accord ? Ça, c'est ce que j'appelle la relation d'unification fondée sur le processus d'unification fondé sur la relation de contiguïté. Bon. L'analogie, c'est le processus d'identification fondé sur la relation de similarité. Donc, vous voyez que ça me paraît important, cette distinction entre la description des structures ou des relations et puis ensuite la description des processus. Alors, bon, ça, après on peut distinguer au plan individuel, au plan collectif, mais je passe pour gagner un petit peu de temps. Alors, entre quoi et quoi on va pouvoir établir des relations de similarité ? Alors, si on veut décrire les éléments de base qui sont pertinents pour la description du langage, vous avez d'une part ce que j'appelle ici les événements sensorimoteurs, c'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau soit de l'audition, soit au niveau de la production, donc de l'articulation linguistique, donc ce qui se passe dans votre gorge, le déplacement des lèvres, de la langue, etc., qui permet l'expression linguistique, donc aussi bien du côté auditif que du côté de la production verbale, voire de la production gestuelle, pour le langage gestuel des sourds-muets, il y a des événements sensorimoteurs qui vont permettre la communication. Il y a les signifiants, le signifié, le signe qui est simplement l'association signifié-signifiant, le concept et la réalité externe qui est désignée par le signe. Alors, à partir de là, on va distinguer deux types d'analogies, des analogies homogènes et des analogies hétérogènes. On l'a déjà vu ça tout à l'heure. Des analogies homogènes entre signifiants, entre signifiés, etc. Et puis des analogies hétérogènes entre deux choses différentes. Eh bien, il suffit de faire un tableau à double entrée, avec événements sensorimoteurs, signifiants, signifiés, signes, concepts, référents. Et puis, on voit, ça donne un ensemble de possibilités, avec, dans la diagonale, les analogies homogènes, entre référents, entre concepts, etc. Et puis, toutes les autres sont des analogies hétérogènes. Il faut ajouter un autre cas, que j'appelle l'analogie homo-hétérogène, qui suppose en fait une sorte d'hétérogénéité à l'intérieur de l'homogénéité. Je vais vous l'expliquer tout de suite avec l'exemple de la métaphore. Donc, je donne quelques exemples rapidement. Pour les analogies homogènes, j'en parlais au tout début de l'exposé, les rimes, les paronomases, etc. sont des analogies entre signifiants. La parasynonymie ou la synonymie, la polysémie, etc. sont des analogies entre signifiés. Les analogies entre événements sensorimoteurs, c'est ce qui donne, par exemple au plan phonétique, la catégorie phonétique elle-même, le phonème. C'est-à-dire, donc, lorsque vous écoutez une langue que vous ne maîtrisez absolument pas et qui est différente de la vôtre, vous n'entendez même pas les phonèmes. Par exemple, pour des Français qui n'ont jamais fait de chinois, on entend parler chinois, on n'entend même pas les délimitations des sons. Donc en fait, on n'arrive pas à élaborer ces catégories phonétiques qui font que des sons similaires, je les mets dans une seule et même catégorie. Bon, les analogies entre références, c'est-à-dire entre les choses du monde, c'est celles qui fondent les concepts, et puis les analogies entre signes renvoient à la notion de motivation relative, par exemple, cet exemple célèbre de Saussure, cerisier, pommier, poirier, etc. C'est de la motivation relative, il y a des analogies entre les signes, parce qu'il y a une analogie entre signifiants qui produit une analogie entre signifiés. Les analogies homo-hétérogènes, j'en parlais il y a un instant, ça va être la métaphore. Alors pourquoi la métaphore ? C'est une analogie homogène dans la mesure où elle met en jeu deux significations. Lorsque, pour prendre cette métaphore tellement commentée, on dit Achille est un lion, bon, voilà, le héros grec est un lion pour dire qu'il est très courageux. J'établis une similarité entre le sens de lion et
et ce qu'évoque, ce qu'est Achille. Bon, mettons que c'est une relation entre des signifiés, entre des notions, quoique là l'exemple du nom propre n'est pas très bien choisi, mais enfin c'est pas grave. Mais entre un être humain et un lion, mettons, il y a donc une homogénéité dans la mesure où j'ai une analogie entre deux signifiés. Mais pourquoi homo-hétérogène? Parce que vous savez bien que pour qu'il y ait métaphore, il faut qu'il y ait un écart entre le comparant et le comparé. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne produit pas une métaphore. Si... je ne sais pas moi, vous ne pouvez pas dire, par exemple, ce tigre est un lion, pour dire qu'il est courageux. Bon, analogie didactique, tout à l'heure, vous voyez, on parlait de la structure de l'atome et du système solaire, c'est homogène, ce sont deux situations, mais avec une différence qui justifie l'intérêt de l'analogie. Donc voilà, analogie homo-hétérogène. Et puis les analogies vraiment hétérogènes, c'est entre des choses complètement différentes. Donc on l'a vu tout à l'heure, l'iconicité, qui est donc une analogie entre signifiant ou, alors j'ai écrit phone ici, mais je veux dire événement sensorimoteur, c'est-à-dire le son, ou la production, ou le geste, etc. Donc soit le signifiant abstrait, soit le geste d'un côté, et soit le signifié ou le référent de l'autre. Et on a aussi, dans beaucoup de travaux de linguistique cognitive, une idée d'analogie entre le signifié, ou le concept, et le référent, la chose elle-même, la réalité. Les concepts sont formés parfois par similarité avec des propriétés référentielles. Bon, je ne vais pas développer ce point-là parce que ce serait trop long. Alors, je vais, pour terminer, vous dire quelques mots des fonctions majeures de l'analogie, mais ce qui va m'intéresser surtout, c'est la fonction iconique. Donc, pour les autres, j'irai assez vite, et j'y reviendrai à d'autres moments du cours. Donc, il y a la fonction de catégorisation, ça on en a déjà parlé largement, je pense que vous avez bien compris maintenant qu'une catégorie, le processus de catégorisation, ça présuppose des relations d'analogie. Donc il y a des catégories de sens, des catégories de forme, et puis des catégories qui associent forme et sens. Il y a des catégorisations de signes, d'unités lexicales, des types de phrases, des catégorisations de phrases, de textes, etc. La notion de catégorisation, elle s'applique à tous les niveaux de l'analyse linguistique. Ensuite, la fonction de régularisation, alors ça c'est une chose importante en linguistique, mais qui nous occupera assez peu cette année. Alors, cette notion de régularisation, elle est liée, alors, soit en synchronie au phénomène classique de motivation relative, qui vous permettent d'ailleurs de deviner le sens de certains mots. C'est-à-dire, si vous connaissez cerise, cerisier, pommier, pomme, vous pourrez comprendre cacaoyer, même si vous n'avez jamais entendu ce mot, comme étant l'arbre sur lequel poussent les fèves de cacao, parce qu'il est formé de la même manière. Donc vous allez vous dire, cacaoyer est à cacao, ce que pommier est à pomme. Et c'est comme ça que vous allez deviner le sens du mot. Donc vous voyez pourquoi on parle d'iconicité, c'est parce que le sens, la forme du mot, cacao plus yé, vous permet de deviner son sens. Quand le signe est arbitraire, je ne peux jamais deviner son sens. Pour un signe arbitraire, je dois connaître, je dois l'avoir appris avant le signe. Sinon, je ne peux pas deviner, puisque c'est arbitraire, la relation entre le signifiant et le sens. Donc, vous comprenez aussi pourquoi c'est impossible d'avoir une langue entièrement fondée sur l'arbitraire. Parce qu'il faudrait autant de mots qu'il y a de choses dans le monde. Et même autant de mots différents pour chaque forme de livre, chaque couleur. Évidemment, aucune langue n'est formée comme ça. C'est pour cette raison d'ailleurs que dans le cours de linguistique générale, on parle aussi beaucoup de motivation relative. Et il y a beaucoup de choses à dire sur la motivation relative. Il n'y a rien à dire sur l'arbitraire absolu.
Parce que l'arbitraire absolu, c'est un principe, il n'y a rien à en dire, on ne peut pas le décrire, puisque c'est simplement accepter l'idée qu'il y a une dimension irrationnelle, sans raison, sans motivation, dans le rapport entre un signifiant et un signifié. Donc il n'y a rien à dire, il n'y a rien à penser, alors que dans la motivation, oui, il y a des choses à penser. Alors en diachronie, on a des phénomènes bien connus qui montrent une forme de régularisation par analogie de certains rapports entre signifiant et signifié. Alors ça, c'est un exemple très classique. Vous aviez un couple en latin onos pour dire honneur, onosem à l'accusatif, donc onos au nominatif, onosem à l'accusatif, parallèle par exemple à orator ou oratorem. Et puis à un moment donné, dans l'histoire du latin, il y a eu ce qu'on appelle le rotacisme, c'est-à-dire la transformation du S intervocalique ici en R. Donc onosem est devenu honorem. Donc on s'est retrouvé avec un couple onos honorem, alors que d'habitude on avait des couples avec une même base, si vous voulez, et puis M. Hein, donc orator, oratorem. Donc vous voyez bien que là, il y a une absence de parallélisme, alors que là, il y a un parallélisme. Donc, au bout d'un moment, la forme honorem a imposé une transformation de onos en honor, puisque, semble-t-il, les formes en orem étaient plus fréquentes, donc on a retenu ça, et on n'a pas pu aller, si vous voulez, en arrière sur le rotacisme pour refaire un parallélisme avec onos, et pour maintenir une analogie avec le couple de type orator-oratorem, on a inventé la forme honor. Parce que là, du coup, ça devenait parallèle. Honor-honorem comme orator-oratorem. Vous voyez, là, la pression de régularisation de l'analogie. Mais il faut avoir à l'idée que les premiers latins qui ont dit honor au lieu de honos, ils faisaient une faute. C'était une erreur. Et je suppose, hein, j'invente un peu là, mais que les personnes qui parlaient le latin et qui étaient peut-être des érudits disaient non, on ne dit pas honor, on dit honos. Hein, c'est ça la bonne forme. Mais c'est là où le système cognitif et la cognition sociale, le caractère collectif, la pression cognitive qu'impose cette volonté de régularisation a supplanté cette forme historique, et donc onos est devenu honor. Bon, donc ça joue la fonction régularisatrice de l'analogie, elle joue aussi bien en synchronie qu'en diachronie. Hein. Et puis bon, il y a des chercheurs qui travaillent vraiment dans cette perspective, ce qu'on appelle la morphologie naturelle. Et je vous donne ici une petite citation de Esaïd Konen, dont je parlais tout à l'heure, qui dit à un moment donné que, en fait, toute description grammaticale, en fait, c'est une description de paradigme analogique. Hein. On peut faire de la grammaire, c'est faire de l'analogie, forcément, puisqu'on va montrer les régularités de forme. Alors ensuite, il y a la fonction iconique qui va nous retenir cette année, tout au moins au premier semestre. Alors d'abord, la fonction iconique, à quoi ça sert ? Ça a un rôle d'efficience sémiotique, c'est-à-dire que, comme le dit Gibbon, plus une expérience codée, plus un code plutôt est isomorphe à l'expérience codée, plus il est facile à manier. C'est-à-dire que si vous avez, c'est le coup du pictogramme, hein, le pictogramme, il est facile à manier parce qu'il se comprend immédiatement. Donc, l'iconicité au sens, la fonction iconique, d'une manière générale, elle a un rôle fonctionnel au sens vraiment du fonctionnalisme en linguistique, c'est-à-dire elle permet de faciliter la compréhension. Bon, ben, on ne peut pas faire en sorte que tout soit comme ça dans les langues, mais c'est une force importante. Alors, pour documenter cette fonction iconique, en particulier
dans sa dimension du symbolisme phonétique, il y a deux types de travaux. D'une part, des expérimentations de type psycholinguistique, où on fait entendre des mots à des gens, des couples de mots, et on leur demande à quoi ces couples correspondent. Par exemple, on montre que l'opposition entre des phonèmes graves comme ou comme b et des phonèmes aigus comme i et p, donc l'opposition entre ou, i ou b, la sonore, p, la sourde, eh bien, est associée régulièrement à des oppositions visuelles. Donc le ou est du côté du grand, le i du petit, ou le b du côté du grand comme le p du côté du petit. D'accord ? Courbe et pointu, sombre, lumineux, etc., etc. Alors, une expérience très connue que les étudiants habitués à ce séminaire ont déjà vue, c'est celle-ci. Vous prenez deux mots qui n'existent pas en français, alors peut-être qu'ils existent dans certaines langues, mais alors maluma, là on prononce maluma, takete. Bien, ces mots n'existent pas. Et je vous donne deux formes. Et je vous demande, si vous devez choisir un nom pour chacune de ces formes, quel nom choisiriez-vous pour celle-ci et pour celle-ci? Alors, je ne vous laisse pas réfléchir, parce que de toute façon c'est évident. Tout le monde répond que ça évoque takete, et que ça évoque maluma. Alors, ça a été répliqué pour des locuteurs de toutes sortes de langues différentes, avec des variations sur la forme, avec Bouba, Kiki, Kiki à la place de takete, Bouba à la place de maluma. Bref, il est vraiment établi d'une manière scientifiquement incontestable que les sons, comprenez bien ce que ça signifie, ça. Ça veut dire que les sons eux-mêmes nous évoquent ici des formes. Donc ils sont porteurs de signification, ces formes, ces sons, pardon. Vous voyez ? Quand vous entendez, et ce qui est intéressant, c'est que cette association, vous la faites d'une manière plus ou moins automatique, sans avoir besoin d'analyser. Si on vous demande d'analyser, après vous allez dire oui, les sons, ça évoque quelque chose de... Mais on a du mal à le formuler, on n'a pas besoin. En fait, c'est un savoir tacite, c'est quelque chose que notre corps sait, en réalité. C'est-à-dire, il y a une sorte d'association entre les stimuli auditifs, takete, voire les stimuli articulatoires, enfin, parce que quand on prononce takete, on fait des gestes beaucoup plus brutaux dans la bouche que lorsqu'on prononce maluma. Donc il y a aussi bien du point de vue auditif que du point de vue de l'articulation verbale, des gestes que je fais en parlant, un lien entre ces formes visuelles, entre, disons, la forme plutôt angulaire pour le mot qui a des consonnes occlusives sourdes, et une forme plutôt arrondie pour le mot qui contient des consonnes comme M, L, etc., qui sont les liquides, etc., les consonnes nasales. Alors, ça c'est un résultat vraiment très important, qui n'est pas suffisant dans la mesure où c'est un résultat de principe, si vous voulez. Ça montre qu'on ne peut pas se contenter de dire que les mots sont juste des espèces de codages purement arbitraires pour des significations. D'ailleurs, c'est une chose qui est très très bien connue dans le marketing, parce que les publicitaires, les gens qui inventent des noms pour des produits nouveaux, ont des intuitions pour ces choses-là. Et on ne va pas nommer n'importe comment un médicament, une voiture, un vêtement, etc. On va essayer de trouver, mais pour l'instant les connaissances sont trop insuffisantes pour qu'on procède autrement que par intuition, mais les spécialistes du marketing ou de la publicité dans ces domaines-là sont un peu des créateurs qui, par leur intuition, trouvent des mots qui ont les relations avec les objets qui sont censés désigner. Alors, c'est précisément ce genre de choses. Oui, vous avez une question ?
Mais est-ce que les significations dont seraient porteurs certains sons dépendent d'une certaine manière linguistique? Non. Là, en l'occurrence, alors, dans certains cas, oui. Hein, parmi les phénomènes qu'on peut inclure dans le cas du symbolisme phonétique, il y a des associations qui sont spécifiques à des groupes de langues et d'autres qui sont universelles. Celle-ci, elle est universelle. Il y en a d'autres, par exemple, si vous voulez, l'opposition entre OU et I, qui donc, ou entre O et A, entre I et A, voilà, encore mieux, entre I et A. Le I renvoyant en général, dans un certain nombre de langues, dont le français, les langues romanes, l'anglais, l'allemand, etc., des langues germaniques. Le I renvoie à des choses qui sont plutôt petites, légères, proches, étroites. Et le A à des choses qui sont grandes, lourdes, plus lointaines, etc., plus larges. Cette opposition, elle est fondée sur une opposition d'aperture entre les voyelles. Comprenez bien que quand vous dites un I, vous avez la mâchoire serrée, c'est étroit, vous faites un geste qui ferme, hein, et c'est étroit, du coup c'est petit, etc. C'est proche. Alors que quand vous prononcez un A, vous ouvrez grand la bouche, etc., etc. Bon. Ici, là, par exemple, pour le proche et le lointain. Mais alors, cette opposition d'aperture, qui joue entre ces voyelles pour le grand et le petit, elle peut très bien ne pas exister dans d'autres langues, qui vont plutôt utiliser l'opposition entre des voyelles d'avant et des voyelles d'arrière. Donc, on va trouver aussi une opposition, mais qui ne sera pas forcément du même type. Mais ça, cet exemple, il a été découvert il y a très longtemps, hein, et au début, il a été testé systématiquement à date plus récente, mais à ma connaissance, on n'a pas trouvé une seule culture dans laquelle on ne fait pas cette association. Donc ça renvoie, si vous voulez, à des propriétés très stables de la cognition humaine, parce que ça ne varie pas entre les cultures. C'est le système cognitif de l'humain qui a cette structure-là. Et ça, c'est quelque chose qu'avaient bien perçu des phénoménologues, des philosophes comme Merleau-Ponty, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos sensations, notre sensorialité, hein, l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat, etc. Oui, le toucher, elles ne sont jamais indépendantes. Elles sont reliées entre elles. Un son évoque des images. Un son, c'est pas un son tout seul. Vous entendez une musique, vous avez des émotions, des images, des choses comme ça. Vous voyez? Donc, on a toujours su, plus ou moins, et d'ailleurs, cette idée que des sons, des mots sont liés à des significations, est de très longue date connue des poètes, par exemple. Hein. Mais on a aujourd'hui les moyens, et c'est ce que fait la recherche contemporaine, à la fois en psychologie cognitive et en philosophie de l'esprit, sur ce qu'on appelle les correspondances transmodales. Donc les correspondances transmodales, ce sont les correspondances entre des modalités sensorielles différentes. Du visuel qui évoque du gustatif ou du sonore, inversement du sonore qui va évoquer, etc. Et on a pu aussi trouver des associations entre des sons et des sensations tactiles, rugueux, doux. Il y a un exemple très simple entre flotter et frotter en français. On voit bien que flotter, frôler, frotter, si on oppose, pour avoir juste une consonne de différence, frôler, frotter, on a l'opposition entre le L non occlusif, etc., comme dans Maluma, hein, et le T dans frotter, comme dans taqueter,
et où on pourra l'interpréter comme étant quelque chose qui a à voir avec le symbolisme phonétique, parce que le T renvoie à un contact de frotter qui est plus dur que frôler avec le L. Bon, mais ça c'est un exemple ponctuel. En fait, la chose qui reste à faire aujourd'hui et qui est vraiment est tellement dans l'actualité de la recherche que ça n'est pas fait du tout, c'est d'avoir une systématicité, parce que ça ne sert à rien de donner un exemple comme ça sorti du chapeau. Il faut, aujourd'hui, on en est à essayer de savoir comment on peut décrire l'ensemble du système phonosymbolique d'une langue. Alors, il y a toutes sortes de travaux que je ne vais pas commenter ici parce qu'on y reviendra longuement dans le séminaire. Je vous cite juste cet exemple-là qui est relativement récent. Il y en a un deuxième, mais dont je vous parlerai une autre fois, qui est un exemple donc, de Monaghan, où il a pris un ensemble de verbes de l'anglais et il a adopté une mesure pour la distance phonologique entre les mots. Donc la distance phonologique, c'est-à-dire on va dire par exemple que je ne sais pas moi, chaise et bateau, il y a une grande distance phonologique, mais bateau et pâteau, il y a une faible distance phonologique. D'accord ? Donc c'est en fait, voilà, c'est très simple à comprendre. Et puis même chose pour la distance sémantique. Il prend un mode de calcul de la distance sémantique. Bon, voilà, chaise, tabouret, c'est proche sémantiquement, et puis chaise et je ne sais quoi, moi, oiseau, c'est lointain. Bon. Et avec toute une méthodologie technique que je ne vais pas vous expliquer là, il arrive à montrer que plus la distance phonologique entre les mots est grande, plus la distance sémantique est grande, et plus la distance phonologique est petite, plus la distance sémantique est petite. Donc, mais ça, c'est un calcul sur un grand nombre d'occurrences, et qui ne nous permet pas d'extraire des sons qui auraient des liens directs avec des significations, ou des oppositions de sons qui auraient des liens directs avec des oppositions de significations. Eh bien, c'est ça qu'on va essayer de faire avec les noms de personnages. Grosso modo, mais je vous donnerai la méthodologie détaillée ensuite. Ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de trouver dans des livres divers, qui peuvent être aussi bien des bandes dessinées d'ailleurs, voire des livres pour enfants, mais on a déjà des étudiants qui travaillent sur ce sujet, des noms de personnages d'abord des personnages qui, dans un roman, sont dans une opposition assez claire. C'est la première condition, il faut que les personnages que vous allez choisir s'opposent sur un principe, au moins un, assez évident. Par exemple, un gentil, un méchant. Ça, c'est le cas le plus standard. Un personnage gentil, un personnage méchant. Ou alors un personnage qui revient un peu au même, doux, voilà, généreux, avare, doux, violent, etc. Qui est un contraste, voilà, un contraste de caractère entre deux personnages. Et j'ai besoin de récupérer un grand nombre, donc je ne sais pas combien vous pouvez en trouver, mais il faudrait qu'il y ait, je sais pas, une petite dizaine de couples chacun, que vous trouviez une dizaine de personnages, et si possible plusieurs dans un même texte, dans un même roman, ou du même auteur, par exemple, ça pourrait être intéressant d'avoir une certaine homogénéité. Donc, oui, de prendre un auteur et si possible, de choisir tous ces noms de personnages dans un auteur. Et donc, vous allez prendre ces noms de personnages, et ensuite, on va essayer de voir s'il y a une régularité dans l'opposition, par exemple gentil-méchant, bon-mauvais, dans tous les noms de personnages que vous avez trouvés au niveau du signifiant. C'est-à-dire, ce qu'on va voir, ce qu'on va essayer d'observer,
c'est si on trouve un peu toujours les mêmes phonèmes du côté des méchants et un peu toujours les mêmes phonèmes du côté des gentils. Un peu toujours les mêmes phonèmes du côté des grands, un peu toujours les mêmes phonèmes du côté des petits, un peu toujours les mêmes phonèmes du côté des généreux, un peu toujours les mêmes phonèmes du côté des avares. D'accord ? Donc ça supposera que vous ayez les noms de personnages, que vous ayez une sorte de petit résumé du caractère du personnage qui justifie votre caractérisation. Hein. Si vous le caractérisez comme avare, il faudra préciser si c'est évident, ou s'il y a une phrase dans le texte qui le dit, enfin, voilà, il faudra qu'on ait la preuve. Il faudra transcrire en alphabet phonétique international. D'accord ? Et puis, on trouvera un moyen, enfin je ne sais pas, il faudra peut-être que vous mettiez à 2-3 pour rassembler tout ça sur un document et qu'on puisse regarder ensemble si on trouve des régularités ou pas. Alors, il y a un obstacle, il faudra peut-être éliminer ces noms-là, mais pas forcément dans une première étape. C'est le cas des noms de personnages qui signifient quelque chose parce que ces noms de personnages sont tirés de noms communs existants. Hein. Je veux dire, si vous avez, je ne sais pas moi, un personnage qui s'appelle, une petite fille qui s'appelle Noisette parce qu'elle a les cheveux couleur noisette, bon, ça, son enjeu de signification va être parti ailleurs. Donc il faudra de préférence éliminer les noms de personnages qui sont les noms de personnages qui peuvent être mis directement en relation avec un nom commun existant. Mais enfin bon, de toute façon, vous me ferez vos propositions et puis je vous dirai si ça va ou ça va pas. Hein. Donc à chaque séance, je vous demanderai où vous en êtes, est-ce que vous en avez trouvé, et puis on fera petit à petit le relevé pour à la fin pouvoir faire des grosses statistiques, parce que compte tenu du nombre que vous êtes, c'est-à-dire, je sais pas, tout le monde l'a rempli ça ? Non, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oui, vous êtes peut-être une vingtaine. Donc, ça nous ferait un petit corpus de, si vous en trouvez une dizaine de paires chacun, de 200 noms, ce qui est déjà intéressant. Et si vous voulez, en fonction des résultats, à partir de ça, on pourra peut-être vraiment faire quelque chose d'intéressant. Donc, ce sera ça l'idée, c'est ça le principe, si vous voulez, du symbolisme phonétique. Une fois qu'on aura trouvé ces relations, eh bien, on pourra ensuite faire d'autres types d'expériences que je vous expliquerai ensuite, mais ça, ce sera pour le deuxième semestre. Alors, je termine donc ma liste de fonctions de l'analogie, mais rapidement, puisque là, on arrive à la fin du cours. Il y a la fonction de figuration, c'est-à-dire lorsque les mots produisent un effet d'image, hein, mais je vous l'expliquerai plus en détail plus tard. Et puis la fonction discursive, qui consiste tout simplement dans ce qu'on appelle l'argument par analogie. Hein, notamment, c'est un exemple de la fonction discursive de l'analogie. Par exemple, lorsque les défenseurs des droits des animaux parlent d'holocauste animal pour parler du traitement des animaux dans les abattoirs, ils font une analogie entre le traitement des animaux dans les abattoirs et le sort qu'ont connu les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale dans les camps d'extermination. Donc, il y a une certaine similarité entre les deux situations, mais les défenseurs certains défenseurs des droits des animaux font l'analogie, donc, mais c'est pour argumenter en faveur de la défense des animaux. Là, l'analogie, elle a un fondement argumentatif, discursif, etc. Et puis il y a une dernière fonction, qui est la fonction tout simplement de paraphrase. Hein. Donc on distingue deux sortes de paraphrase. La paraphrase intralinguistique, c'est-à-dire dire la même chose avec différents mots dans une langue donnée, et puis la paraphrase interlinguistique, c'est la traduction. Tout simplement, la traduction, une bonne traduction, c'est un bon analogue d'un texte de départ. Donc il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire en décrivant la traduction à partir d'analogies. Là, vous avez un petit schéma qui vous montre qu'il y a une analogie lorsque vous interprétez un texte ou un discours avec
le lien qu'a le producteur d'un texte ou d'un discours avec son produit, le texte ou le discours considéré. Donc, quelques conclusions pour terminer. L'analogie est un processus cognitif central. Ça, c'est pas une idée en l'air, c'est une certitude que nous livrent les sciences cognitives. Par ailleurs, ce processus, on peut en retrouver la trace dans toutes sortes de phénomènes linguistiques. Autrement dit, une autre façon de formuler ça, cette idée, c'est que toutes sortes de phénomènes linguistiques peuvent être décrits à partir de similarités et d'analogies, à partir de ces similarités. Et puis ce qui reste à faire, c'est à systématiser l'analyse de ces phénomènes linguistiques qui relèvent de processus analogiques, notamment donc dans le cas du symbolisme phonétique et dans le cas précis qu'on étudiera cette année, le symbolisme phonétique dans le cas des noms de personnages de fiction. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais regarder un petit peu la liste des participants, des participantes au séminaire. Peut-être que certains d'entre vous sont venus là sans savoir encore exactement quel séminaire ils vont choisir. Ils en ont parfaitement le droit. Je précise aussi, parce qu'un certain nombre de personnes écoutent le séminaire en France ou à l'étranger, donc j'en profite pour leur dire qu'ils peuvent aussi, par mon adresse habituelle, philippemoneret@gmail.com, m'envoyer des exemples de noms de personnages avec leur identification de caractères et les transcriptions phonétiques. Et puis, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Ah non, attendez, la semaine prochaine, si, c'est bon, il n'y a pas de problème pour la semaine prochaine. Non, c'est le mardi, je serai peut-être absent, il faut que je vérifie, mais lundi, je suis là. Voilà, donc à la semaine prochaine. Merci de votre attention.